Alors aujourd'hui, nous avons choisi comme thème l'éducation à l'environnement. Pour cela, nous avons trois invités avec qui nous allons débattre. Alors, si je peux me permettre, je vais vous laisser vous présenter. Alors, peut-être Aurélie, je vous laisse la parole. Oui, merci. Bonjour à toutes et tous. Donc, nous nous sommes mis d'accord pour nous présenter en rapport avec le thème. Alors, ce thème de l'éducation à l'environnement, m'intéresse depuis, le début de ma carrière, en fait. J'ai commencé en tant qu'enseignante, donc en 2003-2004 et j'ai été intégrée dans le collège qui a expérimenté, l'éducation au développement durable avant la première circulaire de 2004, dont je parlerai, tout à l'heure. Et donc, ça m'a donné envie ensuite, une fois que j'ai été titularisée, au lycée Henri Bergson, de poursuivre et de me lancer dans une aventure collective qui était, le premier agenda 21 scolaire, de l'académie de Paris. Et puis, sur ce chemin, de l'éducation à l'environnement et l'éducation au développement durable, j'ai rencontré, Yves Giraud, avec lequel, j'ai fait une thèse, de doctorat, alors que je continuais à travailler, sur les expositions itinérantes, légitimées pour l'éducation au développement durable. Et puis, chemin faisant, j'ai intégré, l'université de Montpellier, il y a 3 ans et où je continue, les travaux en éducation à l'environnement et en éducation au développement durable. Alors à travers à la fois, les ressources, mais aussi, à travers, des réflexions sur les valeurs, les finalités de l'éducation à l'environnement et de l'éducation au développement durable. Et puis plus particulièrement, notamment avec, Nathalie Roux, à travers un projet, de recherche-action participative sur l'éducation, des élèves, par la enfin avec, la nature. Donc c'est un long cheminement à travers cette thématique, donc depuis, maintenant presque, depuis 20 ans, en fait. Voilà. Merci Aurélie pour cette présentation et on a hâte de vous écouter donc sur ce thème-là. Vous avez parlé de Nathalie, donc je vais laisser Nathalie se présenter également. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Donc je m'appelle Nathalie Roux. Je suis, aujourd'hui conseillère, pédagogique après avoir été pendant 20 ans enseignante, face à différents publics, en zone d'éducation prioritaire et puis ensuite en zone rurale. Zone rurale dans laquelle, j'ai choisi délibérément d'aller parce que je souhaitais faire, au niveau personnel, ma transition écologique. Et donc, quand je suis arrivée, dans un petit département très rural, la Lozère, le plus petit département, de France en termes de nombre d'habitants, j'ai été, baignée dans un environnement très riche au niveau de la nature environnante et ça m'a donné envie, de former les élèves à ce contact-là et de développer l'éducation au développement durable, mais vraiment en lien avec l'expérience qu'on pouvait avoir dans la nature. Et donc depuis, de nombreuses années, je m'intéresse à quels sont les apprentissages qu'on peut construire, en amenant les élèves dehors et pas seulement dans, l'optique du développement durable, mais aussi, de recréer cette connexion qui va entraîner, on en parlera certainement plus tard, une attention particulière à cet environnement et donc une envie de le protéger. Sur mon chemin, j'ai rencontré le réseau École et Nature, dont a parlé Aurélie tout à l'heure. Une des grandes rencontres qui m'a beaucoup inspirée, c'est celle de Louis Espinassous, qui disait mettez les enfants dehors. Ça allait complètement avec l'image que je me faisais de ma mission. Et c'est grâce à ce réseau que j'ai intégré cette recherche-action avec laquelle on a pu réfléchir, parce que quand on se lance dans des pratiques comme ça, qui sont un petit peu à la marge, je, je le dis aux enseignants qui s'y lancent maintenant, parce qu'il y a un véritable engouement pour cette école du dehors. Le travail de coopération entre pairs et d'analyse de ce qu'on vit et de discussion autour de nos problématiques est vraiment un facteur d'auto-formation très puissant. Voilà.
je suis ravie qu'on arrive au terme de cette recherche-action et j'espère qu'il y en aura d'autres derrière. Merci Nathalie, en tout cas d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. Mathilde, quelques mots. J'imagine encore une personne très concernée et très engagée, comme Nathalie ou Aurélie quand elles se sont présentées en tout cas. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc moi, je suis Mathilde Tricoire, je suis enseignante de SVT de formation et depuis 3 ans maintenant, je suis détachée au sein d'une fondation qui s'appelle Office for Climate Education en tant que responsable pédagogique, dont l'objectif en fait est de, fournir aux enseignants de primaire et de secondaire qui le souhaitent, des outils pour enseigner la question du changement climatique, donc plus spécifiquement, vraiment dans tout ce qu'on appelle l'EDD de manière générale. Nous, on est vraiment focalisé sur l'éducation au changement climatique et on fait ça à travers 2 axes. À la fois un axe qui est de la formation, donc à distance ou en présentiel, et puis de la production de ressources, donc des ressources clés en main principalement, sous forme de guides pédagogiques par exemple, qui permettent aux enseignants en fait d'avoir des idées de séances qu'on peut mener en classe avec des élèves de 9 à 15 ans. Ça, c'est notre cible, pour aborder un petit peu tous les thèmes du changement climatique, que ce soit comprendre ce que c'est que l'effet de serre, jusqu'à comprendre les conséquences que ça peut avoir sur l'agriculture. Et finalement, on se rend compte à travers ces formations et à travers les retours qu'on a des enseignants, à quel point, comme ça a été dit par mes 2 collègues juste avant, à quel point c'est un sujet qui prend de plus en plus d'ampleur en fait parmi les centres d'intérêt des enseignants, parmi leurs préoccupations, mais également parmi en fait les préoccupations même des élèves. Donc je pense que c'est des choses qu'on va aborder un petit peu plus en détail dans la suite du webinaire. Merci Mathilde. Alors c'est vrai que c'est au centre des préoccupations des élèves aussi, des jeunes beaucoup. On voit beaucoup d'associations, de manifestations qui se font. Donc les jeunes se sentent très concernés. Et alors moi ce que j'aimerais d'abord peut-être c'est qu'on fasse un petit point sur quels sont quel est le cadrage institutionnel aujourd'hui. Et puis peut-être après, au fur et à mesure de la discussion, donner des exemples plus concrets et voir aussi comment vivent les élèves de travailler sur ces thèmes-là et de quelle manière on va le mettre en pratique. Notamment, Nathalie, peut-être qu'elle pourra nous parler de l'élève dehors, puisqu'elle en parlait tout à l'heure. Et j'ai senti que c'était quelque chose qui vous tenait à cœur. Aurélie, peut-être Aurélie, oui. Alors, quel est le cadrage institutionnel justement sur le DD? Alors ce cadrage, il a évolué au cours du temps. Donc il a commencé officiellement, alors si on parle de l'EEDD et l'EDD, hein, ça a commencé officiellement en 2004 par une circulaire. On est actuellement à 7 textes, mais au préalable, ce qu'il faut dire, c'est que antérieurement, il existait une circulaire donc datant de 1977 qui cadrait l'éducation en matière d'environnement avec une définition de l'environnement, qui était assez large, et qui était centrée sur les problèmes, de l'environnement. Donc il s'agissait de résoudre. Et puis, au niveau international, il y a eu des cadrages progressifs, donc avec alors notamment 92, hein, l'agenda 21, avec le chapitre 36, hein, qui a réorienté l'éducation relative à l'environnement, vers l'éducation vers la soutenabilité, suite au rapport Brundtland de 1987, hein, qui avait, fondé cet objet, on va dire, du développement durable. Et le développement durable n'avait pas vraiment percé, dans la sphère, sociale ni médiatique, jusque dans les années 2000. Et puis au tournant des années 2000, voilà, on va dire cette formule a explosé dans la sphère médiatique et il y a eu, en tout cas en ce qui nous concerne en France et même au niveau international, donc la rencontre, donc de 2002 de Johannesburg avec, le discours de Jacques Chirac qui a dit, «La terre, la maison brûle et nous regardons ailleurs» et ce qui a impulsé, une nouvelle politique entre guillemets «d'éducation à l'environnement et au développement durable». Donc il y a eu une mission qui a été, confiée à 2 inspecteurs généraux,
donc Monsieur Bonnour et Monsieur Agnorel, donc inspecteurs généraux de sciences de la vie et de la terre et d'histoire-géographie, qui ont rendu un rapport donc en 2003 à peu près, et donc 2002-2003, et qui disait que l'éducation à l'environnement n'était pas généralisée et qu'il fallait donc généraliser ce qu'ils appelaient de leur vœu, c'est-à-dire une éducation à l'environnement pour un développement durable, c'est-à-dire vers cette finalité, cet objet qui était le développement durable. Donc ça, c'est la naissance de cet objet éducatif, on va dire. Et puis, si je résume à très grands traits, donc actuellement, nous sommes à 7 textes. Donc depuis 20 ans, il y a 7 textes officiels qui sont sortis sur l'éducation, donc qui est devenue éducation au développement durable à partir de 2007. Donc avec le terme environnement qui n'apparaissait plus directement, puisqu'il s'agissait de dire que à l'intérieur du développement durable, il y avait déjà la sphère environnementale, la sphère économique et la sphère sociale, et donc c'était une manière en fait de contenir ou de l'environnement dans une sphère, spécifique, et de donner aussi une importance, propre à la sphère économique, donc on pourra en reparler. Mais en 20 ans, en gros, si on résume, donc il y a 7 textes officiels, soit 6 circulaires et une note de service, avec 5 phases successives de généralisation, donc 2004-2007, 2008-2011, 2011-2014, 2015-2018, et actuellement, il y a eu 2 textes, consécutivement, un texte en 2019 et un texte en 2020. Et si on résume ça a beaucoup évolué en 20 ans. Donc, le premier événement majeur, c'est le passage de l'éducation à l'environnement pour un développement durable à l'éducation, au développement durable à partir de 2007. Donc après ça n'a pas changé, sauf qu'après dans les textes, si on regarde le détail, l'éducation à l'environnement réapparaît de ci, de là. On peut noter aussi dans ces textes-là, l'absence du mot nature dans les 3 premières circulaires, donc ça, c'est assez signifiant. Donc il n'y a pas le mot nature en 2004, 2007, 2011. Ce mot réapparaît, plutôt à partir de 2015 avec la création des coins nature ou la nature dans un coin, on peut en discuter. Le deuxième point marquant, c'est l'entrée de l'éducation au développement durable dans le code de l'éducation en 2013, donc qui appuie véritablement sur notre socle, un peu législatif, hein, en sachant qu'antérieurement, suite à la volonté de Jacques Chirac, l'éducation était rentrée dans la charte de l'environnement, qui est adossée à la Constitution, donc à partir de 2005. Donc ça, c'était déjà un acte très fort et antérieur. Le troisième point, c'est la création des établissements en démarche de développement durable en 2007, et puis leur labellisation à partir de 2013, et à partir de 2020, on voit apparaître la notion de territoire éducatif. Le quatrième point, c'est la volonté de généralisation des écodélégués à partir de 2015, et à partir de 2020, les écodélégués, donc à partir de la dernière circulaire, les écodélégués sont obligatoires. Et depuis 2019, donc ça c'est le cinquième point marquant et qui montre une évolution notable, c'est l'intégration des objectifs de développement durable dans la politique d'éducation au développement durable, avec notamment une obligation pour la labellisation d'avoir, en fonction des niveaux de labellisation, plus ou moins d'objectifs de développement durable présentés, atteints ou visés par les projets. Donc, juste pour terminer sur ce cadre, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a une évolution, et surtout qu'en fonction des ancrages, c'est-à-dire environnement, développement durable, et avec donc ces 3 dimensions au départ, environnement, social, économique, qui devient maintenant 17 objectifs de développement durable. On n'est plus véritablement sur les mêmes valeurs, sur les mêmes finalités, et c'est ça qu'il faut interroger,
notamment en formation, des enseignants. Merci Aurélie. J'aurais aimé avoir justement peut-être l'avis de Nathalie par rapport au terrain, parce qu'on voit quand même qu'il y a des demandes qui sont concrètes de la part du ministère. En même temps, il y a un programme chargé, on le sait. Comment réussir à... est-ce qu'il faut obligatoirement faire de la transversalité? Est-ce qu'on se concentre sur... on va travailler sur le DD voilà, le jeudi, etc. Voilà, de quelle manière, en tout cas, l'école peut mettre en œuvre ce qui est demandé par le ministère ou de quelle manière, en tout cas, on peut l'introduire et sensibiliser les enfants. Alors, les derniers programmes qui sont sortis en 2020, on note ce désir de faire passer cette histoire de transversalité dans tous les domaines enseignés, puisque les ajouts qui ont été faits par rapport au précédent programme concernent uniquement des ajouts en lien avec l'éducation au développement. Ce qui veut dire que dans chaque matière, dans chaque domaine travaillé à l'école, on s'interroge sur comment le lier avec des interrogations en lien avec le DD. Ce qui me semble important par rapport, pour rebondir un petit peu sur la fin de l'intervention d'Aurélie, c'est de dire que quand on promeut seulement cette histoire d'éducation au développement durable, on peut arriver à des situations complètement hors sol. C'est-à-dire que, mettons qu'on décide de faire de l'éducation au tri des déchets, ce qui se fait, pour répondre à votre question, très souvent dans les écoles. Quand on parle d'éducation au développement durable, les enseignants voient tri des déchets. Et donc, on a beaucoup d'interventions qui ont d'ailleurs eu un impact réel sur les pratiques des élèves et de leur famille ensuite, puisque, en tout cas dans notre petit département, quand on interroge l'usine de recyclage, ils nous disent qu'il y a eu un avant et un après. À partir du moment où les enseignants se sont saisis de cette éducation au tri des déchets, on a vu exploser véritablement le tri des déchets sur le département. Donc il y a un réel impact. Mais est-ce suffisant? C'est-à-dire, est-ce que l'éducation au développement durable, c'est uniquement en classe, de façon théorique, une transmission d'informations sur ce qu'il convient de faire en termes d'éco-gestes? On est plusieurs à penser que ça ne suffit pas et qu'il faut doubler cette éducation au développement durable par une reconnexion des élèves à la nature. Parce que finalement, on peut se poser la question, est-ce qu'on n'en est pas arrivé à devoir mettre cette prescription dans le cadrage légal parce que tout simplement, en tant qu'humains, nous nous sommes déconnectés de la nature. Et aujourd'hui, quel est l'enfant qui est capable d'associer un pot de confiture de cerise à la pollinisation des abeilles? Donc ça, c'est cette déconnexion-là qui, à la base, pose problème. Donc il me semble que si on veut réellement ancrer un changement de pratique et d'état d'être dans notre société, il faut passer par cette reconnexion à la nature qui fait d'ailleurs partie, pour l'UNESCO, des compétences à acquérir pour l'objectif Agenda 2030. C'est-à-dire qu'on est sur l'acquisition de méta-compétences de la part des enfants. Il y a la connexion à la nature, il parle aussi de créativité, de réflexion critique, de connaissance de soi. Tout ça, ce sont des compétences transversales qu'on va pouvoir développer dans différents domaines à l'école. Mais cette connexion à la nature, et c'est ce qui semble faire sens auprès des enseignants, puisque la crise sanitaire oblige, on s'est posé la question d'être enfermé dans les classes et de la circulation du virus. Et la dernière proposition du ministre 2020 qui disait sortons dehors pour aller faire l'école, ça a trouvé un réel écho chez les enseignants. Donc aujourd'hui, on a beaucoup d'enseignants qui se lancent dans l'école dehors et il me semble qu'on peut vraiment faire un lien entre cette école du dehors et l'objectif d'éducation au développement durable. Mathilde, justement, vous intervenez souvent auprès des enseignants, vous faites des webinaires, vous les formez. Comment vous les accompagnez dans cette reconnexion? Est-ce qu'il y a des ressources qui existent? Est-ce que vous les sensibilisez? Vous leur demandez de travailler en groupe? Enfin, de quelle manière vous les accompagnez, je dirais, sur cette reconnexion
avec la nature, même si j'ai bien entendu que le mot nature n'était pas forcément écrit en toutes lettres sur les programmes. Voilà, c'était plus développement durable. Il y a le côté développement, on en reviendra peut-être, mais avec l'environnement, voilà, voir la différence. Mais vous, en tant que formatrice, finalement, comment vous arrivez à les accompagner et peut-être quelques supports qui pourraient les aider? Alors nous, comme je le disais en introduction, en fait, on est vraiment focalisé sur l'éducation au changement climatique, donc c'est plus étroit, on va dire, que le DD. Et en fait, on peut faire des liens avec la nature quand on traite des questions de biodiversité, par exemple, et du lien entre changement climatique et biodiversité. Comment est-ce que le changement climatique impacte la biodiversité? Donc, une des façons de se rendre compte, ça peut être de faire de suivre des protocoles de sciences participatives, par exemple. Donc, quand on fait des formations, on intervient parfois avec le Muséum national d'histoire naturelle qui propose ce genre de protocole pour les enseignants, comme par exemple Vigie Nature École, qui est plutôt bien fait dans ce sens-là. Et en fait, nous, on se focalise plutôt sur l'aspect développer l'esprit scientifique. Et en fait, quand on parle de reconnexion à la nature, nous, comme je disais, notre cible, c'est les enseignants qui ont des élèves de 9 à 15 ans. Et en fait, on va parler de reconnexion à la nature plus pour les élèves un peu plus jeunes, comme une espèce de première porte d'entrée pour finalement déjà développer en fait indirectement son esprit scientifique, puisque on devient capable d'observer, peut-être de faire des hypothèses, de se poser des questions, etc. Donc nous, on le voit comme étant finalement une porte d'entrée vers l'éducation à la science et développer ses premières briques, finalement poser ses premières briques de démarche scientifique. On considère que c'est utile ensuite quand on veut traiter de sujets un petit peu plus complexes, comme l'est finalement le cas du changement climatique. Donc nous, on est vraiment, ce qu'on propose en fait comme ressources ou comme formation, comme c'est vraiment centré sur cette thématique de changement climatique, il n'y a pas forcément de lien direct avec la reconnexion avec la nature, mais on considère que c'est un tout, c'est-à-dire que ça en fait partie également, puisque finalement des enseignants qui auraient des pratiques de faire de la classe dehors, de développer l'observation chez leurs élèves, ça va permettre en fait de développer des compétences qui vont être utiles ensuite dès qu'on veut aborder des sujets un petit peu plus complexes. Et nous, dans les activités qu'on propose, sans forcément on va dire, préconiser d'aller faire la classe dehors. En revanche, ce qu'on suggère dans nos activités, même si elles sont clés en main, c'est vraiment de favoriser l'ancrage local. De dire aux enseignants, voilà, nous, on vous fournit des documents avec des exemples, mais l'idée, bien sûr, pour que ça soit plus parlant pour vos élèves et que finalement, ils aient davantage envie à la fois de s'intéresser à ces sujets-là et puis pourquoi pas, dans un second temps, de s'engager. L'idée, c'est vraiment de se dire: «Il faut que ça leur parle, en fait». Donc de favoriser nous, on travaille avec des établissements un peu partout dans le monde, notamment en Amérique du Sud ou en Asie du Sud-Est, et ce qu'on leur dit, c'est aux enseignants qui sont là-bas, c'est: «OK, nos ressources, peut-être qu'elles vous parlent d'un point de vue scientifique, mais en revanche, essayez vraiment de les appliquer à des exemples, à des photos, à des témoignages de gens qui vivent autour de vous», et ça permet finalement aux élèves de mieux s'ancrer dans ce qui les entoure et d'avoir davantage envie d'agir. Donc en fait, on voit la sensibilisation à son environnement au sens très large comme étant vraiment un espèce de premier levier. Et puis après, dans les activités qu'on propose également, c'est des activités qui sont beaucoup basées sur de la collaboration ou de la coopération. Donc énormément de travail de groupe pour aussi développer des compétences qui sont beaucoup moins individualistes finalement. Et pour nous, ça participe vraiment d'un tout. C'est-à-dire que se sensibiliser à son environnement, ça veut aussi dire être plus sensible à ce qui se passe, même dans l'espèce humaine, ce qui se passe autour de nous. Et le fait de développer son empathie, de développer, la discussion avec les gens, de se confronter finalement à des opinions un petit peu diverses, pour nous, ça rentre aussi dans ce cadre-là et ça permet ensuite de se construire un esprit scientifique. Et je pense qu'on y reviendra, mais pour moi, ça fait aussi le lien, enfin, c'est plein de petites briques qui sont aussi liées par la question d'exprimer ses émotions. Je pense que la nature est vraiment finalement un environnement qui est propice à exprimer ses émotions, et la question du changement climatique, on le sait et on le voit de plus en plus, c'est aussi des sujets où quand on les traite en classe, ça fait naître en fait, assez naturellement, la volonté d'exprimer des émotions, que ce soit chez des enfants, très jeunes ou chez des élèves plus âgés. Enfin, ce qui Après, veut dire, je sais pas,
Oui, Aurélie, pardon, vous vouliez, tout le monde veut intervenir. Alors, Aurélie, peut-être dans un premier temps. Oui, là, en fait, dans les échanges que nous avons eus, nous voyons, qu'il y a plusieurs types d'éducation, à l'environnement. Donc en fait, ça me semblait utile de rappeler, ces éléments qui sont relativement classiques, hein, maintenant, dans le champ. Donc il y a, alors on va peut-être commencer par ce qu'avait abordé, Nathalie, l'éducation par et dans l'environnement. Donc l'environnement, c'est, on pourrait dire c'est bon alors, étymologiquement, voilà, c'est ce qui entoure, l'individu. On pourrait dire aussi que c'est le cadre de vie aussi de l'individu et des groupes aussi, hein, et l'environnement, ça n'est pas uniquement que l'environnement naturel, il y a l'environnement social et cetera. C'est pour ça qu'on peut s'intéresser très précisément, en particulier quand on s'intéresse, voilà, à l'éducation au dehors, finalement, à quel environnement les élèves sont confrontés, au dehors, que ce soit en ville, que ce soit, voilà, plus, en milieu rural, «ensauvagé» entre guillemets ou «plus sauvage» entre guillemets, parce qu'on peut avoir de l'environnement rural, très très domestiqué. Donc, cette éducation par et dans l'environnement, elle va être, centrée alors quand elle est très, orientée, vers la nature, l'idée c'est de travailler en profondeur, le rapport de la personne à son environnement. Donc, c'est ce que disait, Nathalie avec, cette notion de reconnexion, de se retrouver finalement soi-même à travers, donc ces interactions avec les éléments naturels, mais aussi avec les autres. Le 2e la deuxième grande manière en fait de faire de l'éducation à l'environnement, on pourrait, là écouter plus, Mathilde. En fait, ça va être, l'éducation au sujet de l'environnement. Donc on peut, par exemple, se dire sur le changement climatique et c'est ce que font actuellement les scientifiques qui sont devant l'Assemblée nationale et qui ont cet acte, militant de dire: «Eh bien, nous allons éduquer, nos représentants, à l'état des savoirs scientifiques sur le changement climatique». Donc là, ce qui est important, ce sont les savoirs, sur un domaine, donné, donc en partie voilà, le changement climatique, par exemple. Et puis, il y a un troisième type d'éducation, l'éducation pour l'environnement avec deux sous-groupes. L'éducation pour l'environnement qui va être, qu'on va appeler plutôt positiviste, qui va être orientée vers les changements de comportement. Donc, Nathalie en parlait tout à l'heure, ça va être, la gestion des déchets, ça va être faire attention aux consommations d'énergie, ça va être, on va faire attention à, comment on se comporte, avec les autres et cetera. Donc ça, c'est toutes les démarches finalement, de d'établissements, voilà, orientés vers le développement durable avec des objectifs. On va, montrer et on va faire, des actions. Et l'objectif, c'est de se dire: «Bon, bah, plus on va, inciter à ces changements de comportement, finalement, plus ça va rentrer, donc dans la sphère familiale, dans la sphère sociale et ça va diffuser». C'est aussi une manière d'éduquer de manière très normative parce que derrière, il y a les bons comportements et donc il y a les mauvais comportements. Donc ça peut entraîner des dérives et c'est relativement, réducteur. Donc ça peut avoir un intérêt, mais avec des limites. Enfin, de toute façon, toutes ces formes d'éducation ont des intérêts et des limites, hein, toutes, hein. Et puis dans l'éducation pour l'environnement, il y a cette approche donc qui n'a pas été abordée, donc qui est un petit peu plus politique, on va dire, c'est une approche, critique, une approche alors qui peut aussi, être abordée par les démarches, d'établissements, ça dépend lesquels en fait. Il faudrait vraiment faire des études plus précises sur le terrain, où les et c'est ce q ça existe, plus particulièrement, donc alors
voilà, au Canada ou bien alors en Amérique du Sud. Enfin, alors je dis ça, c'est très, très large, hein, attention, là je caricature un peu, mais c'est des choses qui ne se développent pas vraiment chez nous parce que, il faut un terreau culturel par rapport à ça. C'est ce qu'on va appeler, des communautés d'apprentissage où on va se mettre en fait ensemble, à réfléchir, à changer, ce qui se passe en dehors de l'école, autour de l'école. Ça peut être autour d'un jardin, autour d'un projet communautaire. Et l'objectif, c'est le changement social. Et adossé aussi à cette approche critique, alors entre cette approche critique et puis l'approche par les savoirs, vous avez aussi tout ce qui va être abordé en classe, les questions socialement vives. Alors ben voilà, le changement climatique à un moment donné, enfin, si tant est que c'est vrai, ça a changé un petit peu de forme, quoi, mais avec, voilà, il y avait un très fort climato-scepticisme il y a quelques années. Maintenant, on est plus sur l'adaptation, c'est-à-dire, voilà, ça a pris une autre forme. Mais finalement, comment on traite cette question qui est un petit peu vive quand même? Là, actuellement, il y a des députés qui ne passent pas, en fait, près des scientifiques parce qu'ils n'ont pas envie d'aborder la question. Donc, enfin, voilà, ils n'ont pas, voilà, ils ont peut-être une forme de déni. Enfin, c'est vraiment débattre de ça et de se dire, bah voilà, qu'est-ce qu'on va en faire? Et au final, ça implique donc à la fois des dimensions, bah voilà, émotives, des dimensions très cognitives, et puis des dimensions politiques. Donc, il y a une multiplicité d'éducation à l'environnement et pour l'enseignant, alors qui peuvent se complémenter, qui peuvent aussi s'hybrider. Et pour l'enseignant, c'est important qu'il sache où il se situe et surtout quels sont ses objectifs. Voilà, qu'il les clarifie pour savoir où il va et pour que ses élèves sachent où il va. Alors, je vais donner la parole à Nathalie, mais c'est vrai qu'on sent que la neutralité de l'enseignant, justement, est-ce que je suis dans l'engagement ou est-ce que je suis dans la politique? C'est vrai que c'est pas toujours facile de pouvoir se situer face à une classe d'élèves de tous bords et sans qu'après ça vienne dans les maisons et que ça retentisse. Nathalie, vous voulez réagir depuis un petit moment? Je vous laisse la parole. Il y a plein de choses à dire, à rebondir. Oui, alors j'aime bien parce qu'Aurélie et Mathilde ont toutes les deux fini sur le sujet que je voulais aborder, qui était la gestion de l'émotionnel. Parce que en effet, je pense qu'on se retrouve dans cette éducation à devoir prendre soin. L'histoire du care aux États-Unis et en Angleterre, prendre soin des élèves. Pourquoi? Parce que toutes ces questions peuvent, de même que pour les adultes, hein, on parle maintenant de dépression climatique, de solastalgie, voilà. Il faut imaginer que la frontière est ténue entre l'information et la culpabilisation. Et c'est pas facile pour un élève, je vais reprendre cet exemple des déchets, qui aura été éduqué au sein de son établissement scolaire au tri des déchets, qui va essayer d'en discuter avec sa famille, et selon l'accueil qu'on fera de cette proposition, qui sera suivi ou non, qu'est-ce qu'il va ressentir lui, si dans sa famille on ne se saisit pas de ces éco-gestes. Donc, comme tu disais Aurélie, effectivement, cette éducation qui peut être un peu normative, elle est délicate, et il me semble qu'en tant qu'enseignant, on doit vraiment être dans cet accompagnement et toujours prendre soin de ce ressenti de l'élève. Sachant que parallèlement, il me semble que pour que nous puissions tous ensemble et collectivement faire face aux défis climatiques qui nous attendent et qui sont là maintenant effectivement indéniables, cette histoire des compétences transversales de haut niveau dont je parlais tout à l'heure, ça fait partie des espaces dans lesquels on peut développer peut-être d'autres compétences pour que les élèves se sentent reprendre un petit peu la main sur leur capacité d'avoir un esprit critique, d'analyser une situation, de proposer une idée, une solution, bref, de se mettre dans une posture de créativité, parce que on ne sait pas de quoi ils auront besoin demain comme compétences sur le terrain. Par contre, on sait qu'il va falloir qu'ils soient très créatifs, très inventifs, qu'ils sachent résoudre des problèmes. D'ailleurs, est-ce pour ça qu'on insiste autant en mathématiques sur la résolution de problèmes? Point d'interrogation. En tout cas, on a besoin de former des citoyens qui demain seront en mesure de s'impliquer également dans ces défis qui sont les nôtres. Et je voudrais parler d'un dispositif que j'ai testé en classe et qui a été mis en avant par la circulaire
de 2019 qui s'appelle l'ère terrestre éducative. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié ce dispositif. Donc, un dispositif qui est reconnu par l'éducation nationale. C'est toujours intéressant pour nous d'avoir un cadrage qui nous permet de défendre une pratique auprès des parents, de pouvoir parler d'elle à la hiérarchie. Et donc, du coup, dans ce dispositif-là, l'école choisit, alors ça a commencé sur les aires marines éducatives, mais pour nous qui sommes plutôt sur le continent, ce sont des aires terrestres, l'école choisit un espace. Et dans cet espace-là, on va se poser la question d'abord de l'analyser avec une démarche scientifique dont parlait Mathilde tout à l'heure. On va faire des inventaires faunistiques, floristiques, on va se dire qu'est-ce qui existe sur cet état. On peut regarder quelle est la biodiversité, est-ce qu'elle est riche, est-ce qu'elle est pauvre, et puis à partir de là, se poser la question, et qu'est-ce qu'on en fait? Donc, moi, je suis élève, je suis dans cette classe, je suis un individu, j'ai eu une approche sensible du lieu parce que j'y suis retournée régulièrement avec mon enseignante, avec mes camarades, mais maintenant, on passe au niveau collectif. Qu'est-ce que collectivement, on s'autorise à faire ou ne pas faire pour gérer cet espace-là? Et là, je trouve qu'on est vraiment au cœur de ces compétences transversales de haut niveau dont je parlais tout à l'heure, où on va à la fois aiguiser l'esprit critique, à la fois aiguiser des compétences dont les élèves auront besoin, à savoir prendre la parole dans un groupe, argumenter, mais aussi entendre le point de vue de l'autre et aller vers un consensus, préférable toujours à un vote par majorité, pour décider cet espace finalement, qu'est-ce qu'on en fait? Et là, j'ai vécu vraiment quelque chose de très riche avec ma classe quand on a fait cette démarche-là, parce qu'on avait fait une espèce d'araignée pour évaluer la biodiversité avec plusieurs branches qui expliquaient l'une le niveau de biodiversité en termes d'arbres et l'âge des arbres, ou alors en termes du nombre d'espèces, ou en termes de milieu ouvert, milieu fermé. Enfin, il y avait toute une série de branches sur laquelle nous avons travaillé pour évaluer, et toutes les branches étaient au maximum, c'était 5 sur 5, sauf une des branches qui était à 0, qui était, c'est un espace fermé puisqu'on était dans une forêt. Et donc là, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait? Si on veut faire monter cette branche-là, il faudrait qu'on coupe des arbres pour laisser un espace avec un milieu ouvert, et là, cette branche-là remonterait vers le 5. Et là, il y a la discussion a mené au fait que, oui, mais si on intervenait à cet endroit-là, on allait faire varier toutes les autres. Et donc, peut-être qu'en agissant, on allait faire pire que mieux. Et moi, je me dis que si toutes les décisions que nous prenons ensemble au niveau adulte étaient avec cette même concertation, cette même confrontation des différents points de vue et cette projection de qu'est-ce que cette action va donner si je la mets en place, peut-être qu'on s'en sortirait un peu mieux. Mathilde. Oui, donc pour rebondir, là-dessus, moi je trouve que c'est extrêmement intéressant, puis ça fait une note, un peu à la fois d'interrogation et en même temps un peu d'espoir, j'aime beaucoup. Je pense qu'en fait ça traduit aussi la nécessité à la fois ce qui a été évoqué par Aurélie, ce qui se passe en ce moment là devant l'Assemblée nationale, et puis en même temps, ce que tu as évoqué, Nathalie avec les élèves. Je pense que ça démontre le fait que finalement pour agir et pour, agir de manière efficace, il y a une nécessité quand même d'avoir des bases qui soient assez solides concernant le problème à traiter. Donc, moi, bien sûr, je vais parler de ce que je connais, c'est-à-dire le cas du changement climatique. Mais en fait, ce qu'on voit et nous, ce qu'on essaie de développer dans nos ressources, c'est vraiment ce diptyque comprendre et agir. Et donc, quand je dis comprendre, alors j'ai beaucoup parlé de science au départ, mais en fait, il faut savoir qu'on considère que c'est une question qui est plus large que simplement les sciences comme la physique-chimie ou les SVT. Finalement, ça intègre aussi les sciences sociales, ça va intégrer aussi l'histoire-géographie. Et dans cette première approche, on permet aux élèves finalement de pouvoir connaître vraiment quelles sont les sources du problème pour pouvoir ensuite plus facilement s'y attaquer de manière efficace. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que quand on veut passer à l'action, une fois qu'on a traité ces questions-là, quand on le fait en formation, donc on fait un peu la même stratégie, c'est-à-dire qu'on commence vraiment par faire les constats du changement climatique, les causes et puis les projections futures. Et en fait, quand on aborde ça, souvent les enseignants ensuite nous regardent en disant mais
en fait, c'est foutu et on peut plus rien faire et enfin voilà, c'est la fin de l'humanité, etc. Et ça justifie vraiment le fait qu'il faut qu'il y ait ce deuxième volet d'accompagnement. Et nous, on considère que la transition, elle se fait justement par ce passage par les émotions. Parce qu'en fait, ce qui ressort de la littérature, quand on traite ces questions-là, notamment avec les jeunes, les questions autour du thème du dérèglement climatique, en fait, on se rend compte que ça génère différentes émotions. Alors, on a tendance à employer le terme éco-anxiété, mais en fait, éco-anxiété, c'est même un terme qui est trop restreint, puisqu'il y a des personnes que ça ne rend pas spécialement anxieuses, mais que ça va mettre en colère, par exemple. Moi, c'est mon cas à titre personnel. Je suis pas spécialement anxieuse, mais je suis très en colère. Il y a des gens que ça va plutôt amener vers des émotions autour du deuil, le fait de perdre l'environnement ou d'envisager sa perte. Donc en fait, il y a vraiment déjà une variété dans les émotions. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire en classe quand on traite ces sujets-là. C'est aussi faire un temps un peu de recueil de ces émotions. Et puis, savoir que finalement, quand on traite ces questions du changement climatique, la réaction, que ce soit des élèves ou même des êtres humains en général, adultes ou enfants, il peut y avoir en gros 3 grandes stratégies pour essayer de pallier en fait à ces émotions un peu fortes qu'on reçoit. La première, c'est tout ce qu'on appelle les stratégies de minimisation du problème. Donc ça, c'est tout ce qui va être du déni ou de l'évitement. Ça, c'est très efficace à court terme, puisqu'en fait, ça permet aux gens de ne pas être anxieux ou de ne pas être en colère ou de ne pas être inquiets. Parce qu'effectivement, on met complètement de côté le problème, on fait comme si ça n'existait pas, ou alors on essaye de se donner des explications alternatives pour dire que c'est pas si grave. Donc ça, c'est une des premières stratégies, mais ça pousse pas du tout à l'action. Ça, c'est pas quelque chose qui est efficace de ce point de vue-là. Une deuxième stratégie, c'est tout ce qu'on appelle les stratégies qui sont focalisées sur une volonté de réduire le problème. Donc ça, c'est tout ce que vont faire les gens qui essayent eux, de passer à l'action. Donc c'est j'ai conscience du problème, mais je décide d'agir à mon échelle ou à une échelle un peu plus vaste. Donc ça marche bien dans un premier temps parce que ça permet effectivement de réduire son anxiété, hein. Si vous prenez conscience par exemple que manger de la viande ou trop de viande c'est mauvais pour le climat et que vous devenez végétarien, ça peut dans un premier temps finalement réduire un peu votre anxiété, vous dire ah je fais ma part. Le problème de ces stratégies, c'est que au bout d'un moment, il y a une sorte de plafond de verre, qui est le fait que si les actions individuelles, elles sont pertinentes dans une certaine mesure, leur portée, elle reste assez limitée. Donc il y a vraiment un moment donné où on peut se trouver bloqué parce qu'on se dit: «OK, moi j'agis, mais en fait, je me rends compte que, je sais pas, je suis la seule à agir parmi mes amis ou parmi mes collègues et puis, même au niveau de l'État et cetera». Donc c'est efficace à court terme, en termes d'action et en termes de soulagement, mais à long terme, ça risque de poser problème. Et puis, il y a un troisième type de stratégie qu'on appelle les stratégies de modification de sens, où là, en fait, l'idée, c'est toutes les personnes qui vont cette fois-ci plutôt développer leur espoir, leur créativité, donc la recherche de solutions. Et puis, le dernier volet qui est très important, c'est la confiance dans les autres. Et quand on dit la confiance dans les autres, en fait, c'est la confiance dans des figures expertes. Ça peut être des enseignants, ça peut être des scientifiques. Et en fait, on se rend compte que c'est cette stratégie qui marche le mieux à long terme pour réduire un peu ces questions d'anxiété, parce que finalement, ça nous permet à la fois, nous, d'agir en tant qu'individu et en même temps de se dire la portée plus vaste de ce problème, elle va être prise en charge par des gens qui ont les moyens d'agir à une échelle qui est plus grande que la mienne. Et en fait, c'est pour ça également que c'est important aussi quand on traite ces questions-là avec les enfants, avec les élèves, avec les ados, ou même les adultes, c'est aussi de leur dire: «En fait, on n'est pas seul, et il y a des gens qui, en ce moment, agissent également». On sait exactement ce qui est en train de se passer là devant l'Assemblée nationale et on sait que c'est des gens qui finalement ont plus de pouvoir que, moi ou, que, les élèves qu'on a devant nous et c'est extrêmement important de développer la confiance aussi dans ces figures-là pour essayer de résoudre ces problèmes. Si je peux me permettre, j'avais une question, et puis je laisserai la parole à Aurélie parce que c'est vrai que c'est passionnant tout ça. Vous avez parlé à plusieurs reprises aussi
de l'aspect de l'humain, c'est-à-dire, est-ce que l'écologie humaine dans tout ça a une place? Est-ce que c'est un sous-groupe de l'écologie? Voilà, de quelle manière est-ce que ça a de la place dans l'éducation, justement, dans l'EDD? Aurélie, je vous laisse la parole. Eh bien, je vous remercie de cette question parce que justement, c'était ça que je voulais noter, en fait, dans les propos, antérieurs. C'est qu'on voit bien, qu'il y a une intrication extrêmement fine entre les problématiques sociales, et puis, la manière dont on va se comporter les uns avec les autres, la manière dont il va y avoir aussi, une justice ou pas, voilà, est-ce que et puis ces problématiques, environnementales. Tout cela, c'est lié, en fait et en développant, donc c'est le pendant là, je vous en parlais tout à l'heure, l'éducation pour l'environnement qui vise un changement social, c'est ça le ce qu'il y a au fond de cette conception-là, c'est de se dire, si on apprend à coopérer, si on apprend à voilà, être juste avec les autres et cetera, mais en fait, on va aussi, se finalement changer et être aussi ouvert à son environnement et vouloir aussi le changer. Donc tout cela, en fait, on parle bien de problématiques socio-écologiques et donc il y a un lien extrêmement, enfin voilà, important entre ces éléments-là. Et sinon, je voulais intervenir sur 2 autres choses, mais peut-être, je vais laisser, peut-être sur ce point-là réagir, Mathilde et Nathalie. Enfin, c'est comme vous voulez. Oui, alors moi, en fait, juste le très, 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 très rapidement, en fait, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que c'est finalement ces 2 axes qui sont un peu l'aspect, écologie, scientifique, on va dire, et écologie humaine. En fait, on les retrouve maintenant même dans les rapports du GIEC puisque, le rapport du GIEC, c'est 3 groupes de travail. Le premier qui est vraiment focalisé sur, la question des sciences, du climat, la physique du climat, on va dire, et puis les 2 autres groupes de travail qui sont focalisés sur les questions sociales et les questions de solutions, d'adaptation, d'atténuation du changement climatique. Donc c'est un discours qui avant pouvait sembler un peu, militant, c'est-à-dire que si les enseignants s'éloignaient finalement des preuves scientifiques du changement climatique, ils avaient l'impression d'avoir un discours qui était militant. Mais en fait, si on regarde aujourd'hui dans les rapports du GIEC, il y a des phrases comme, pas de transition écologique sans justice sociale. C'est écrit vraiment textuellement dans les rapports du GIEC. Donc c'est des notions qui aujourd'hui sont vraiment abordées même dans des sphères scientifiques, même dans des sphères d'experts et qui sortent complètement de la sphère militante. Oui, oui, c'est un changement de paradigme auquel il faut qu'on arrive, hein, c'est-à-dire qu'en transformant, nos sociétés occidentales, et en travaillant, bah, justement sur les valeurs et les finalités de nos sociétés, occidentales, eh bien, c'est là où on prend profondeur, on pourra, faire cette fameuse transition, c'est-à-dire aller vers cet état instable, qui va peut-être nous réconcilier d'une certaine manière avec, bah, avec la nature, hein, je pense qu'il faut le dire. Et puis avec, aussi les autres, hein, enfin tout ça c'est très lié, hein. Et justement je voulais rebondir sur 2 éléments, sur les valeurs et sur les finalités parce que, tu as parlé, Nathalie, des aires terrestres éducatives et donc tu as bien développé la partie coopération, tout ce qui était intéressant du point de vue éducatif et ce qui se passait avec les enfants et à un moment tu as dit, donc on va se mettre ensemble pour gérer cet espace. Et il me semble, que cette approche par la gestion, c'est-à-dire cette approche par, le fait qu'on soit, un peu, alors on est à la fois responsable de cet espace, mais on veut le gérer, ça nous place toujours dans une posture en fait et dans des valeurs qu'on va plutôt appeler, anthropocentriques, où en fait on va mettre l'homme au centre alors que, on parlait d'éducation, dans la nature, avec la nature. Là, peut-être que les valeurs qui sont en jeu, par exemple, quand on laisse sans, finalité vraiment précise, enfin juste, se dire: «Bon, bah, voilà, on va laisser» enfin,
sans vouloir développer des compétences précisément, mais se dire: «Bon, bah, les élèves, on va les laisser comme ça, jouer par eux-mêmes, se développer et cetera». Là, c'est vraiment le lien qu'on travaille et il me semble que là, on est plus, sur des valeurs qu'on va appeler plutôt écocentriques, c'est-à-dire des valeurs qui vont travailler cette relation entre la nature et les humains. Et ce travail sur les valeurs et savoir quelles sont les valeurs, qui sont derrière les programmes éducatifs, c'est extrêmement important parce que pour avoir étudié là, assez récemment les cadres, des objectifs de développement durable, on voit bien que les valeurs dominantes sont entièrement, anthropocentriques, enfin très clairement anthropocentriques. Avec des voilà, les espaces terrestres et les espaces, marins qui arrivent en fait, donc même après le changement climatique, hein, qui est l'objectif 13 et on a l'objectif 14 et l'objectif 15, qui sont des supports en fait sur lesquels on vit, alors qu'en fait c'est notre milieu de vie quoi. Donc et le premier c'est pas de pauvreté, mais comment on peut concevoir, pas de pauvreté ou des éléments, sociaux comme pas de faim et cetera, si on dégrade en fait, le milieu dans lequel on vit, notre environnement? Il y a quelque chose qui là est déconnecté ou comme on pourrait croire qu'on peut faire de la croissance, infinie, avec des ressources finies. Donc là, il y a vraiment quelque chose de très profond à travailler, et à interroger, y compris dans les cadres prescriptifs et dans les cadres qui sont construits dans l'éducation nationale. Et au-delà de ce qui est annoncé, hein, vraiment, interroger ça profondément. Et puis, il y a un deuxième point, je vais essayer de ne pas être trop longue, c'est la question des postures des enseignants sur ces questions très impliquantes, qui effectivement nous concernent, toutes et tous au quotidien et qui peuvent aussi nous mettre dans des situations où finalement, avec le changement climatique, il y a encore quelques années, on pouvait être en tant qu'enseignant, en train de se poser tout un tas de questions parce que le consensus scientifique en fait était pas, il était en construction, on va dire et donc quelle posture nous on adopte par rapport à ça? Et quel lien on fait entre les valeurs et les savoirs? Et est-ce qu'on dit aux élèves quel est notre positionnement? Ou bien alors est-ce qu'on ne le dit pas? C'est-à-dire qu'on reste complètement, impartial? Est-ce que c'est notre rôle aussi de dire les choses, et de les impliquer? Bah, peut-être pas. Donc il y a quelque chose à trouver, hein, il y a un équilibre à trouver, alors c'est travaillé par d'autres travaux, mais entre une impartialité qui serait complètement, neutre, mais cela dit, c'est ce que l'institution scolaire nous demande, c'est-à-dire que voilà, il y a une neutralité de l'école, mais est-ce que finalement on n'est jamais vraiment neutre? Voilà, c'est comme, on peut vraiment le vouloir, mais est-ce qu'on l'est toujours? Enfin, voilà, c'est pas évident. Et puis de l'autre côté, une espèce de partialité où là, en fait, parce qu'on serait très concerné par ces questions, on embarquerait la classe et finalement dans sa propre, idéologie, quoi. Donc tout cela est extrêmement, complexe et l'éducation à l'environnement, c'est pas quelque chose comme ça, de d'anodin et je trouve que c'est bah, comme disait Nathalie, tout à l'heure, là, avant l'émission, finalement, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas tout ce temps pour travailler en profondeur toutes ces questions. Parce que ça nous interroge, vraiment très profondément et ça implique de plus en plus, même, le bien-être, physique là, futur de nos élèves, quoi. C'est-à-dire que là, avec le changement climatique, beh, on voit bien que derrière, il y a des questions carrément de survie, quoi. Donc c'est très délicat et on devrait mettre, un petit peu plus tout ça au centre. C'est vrai que l'heure passe. J'aimerais donner peut-être encore la parole à Nathalie et peut-être évoquer aussi les classes dehors. On en a parlé, on l'a évoqué un petit peu. Je crois, je ne veux pas dire de bêtises, il y a des pays qui font beaucoup, notamment dans le Nord, qui appliquent beaucoup les classes dehors. Quelques mots et puis surtout une réaction et puis après on fera le mot de la fin parce que ça fait presque une heure déjà que ça passe très vite, hein, mais ça fait presque une heure déjà qu'on parle sur l'éducation sur l'EDD. Donc Nathalie, je vous laisse la parole. Alors merci Aurélie pour cette
ce débat-là que tu ressens sur gérer, pas gérer, voilà, c'est vraiment une question que je me suis posée quand je me suis lancée dans les aires terrestres éducatives, notamment parce que parallèlement, je faisais partie du groupe de recherche Grandir avec la nature et que je sentais une certaine dissension entre les deux postures. Néanmoins, j'ai trouvé que c'était intéressant de mener ce travail avec les élèves parce que finalement, même quand on se retrouve dehors pour faire classe dehors, pour aller dans le sens de la question de Sandra, on se trouve très rapidement dans la question qu'est-ce qu'on laisse faire aux élèves? Est-ce que j'ai le droit de cueillir cette fleur? Est-ce que j'ai le droit de casser ces branches pour aller faire une cabane? Est-ce que j'ai le droit déterrer un petit arbre parce que j'ai envie de le planter chez moi? Et toutes ces questions-là, il me semblait qu'effectivement, ce travail autour des aires nous permettait de nous poser la question de la conséquence d'un geste. Et c'était aussi nourrir le travail qu'on faisait de reconnexion à la nature avec l'école dehors. Alors l'école dehors, il me semble que, comme on le disait, par rapport à ce bien-être, à ces problèmes de santé qui arrivent aussi avec nos élèves qui souffrent de sédentarité, on se trouve à la croisée de plusieurs chemins qui permettent vraiment des apprentissages variés. D'abord parce qu'on redonne du sens aux apprentissages puisqu'on les ancre dans le réel, et on l'a vu tout à l'heure que c'était souvent important de relocaliser les questions d'enseignement, quelles qu'elles soient. Et donc, on a ce sens qui est donné aux apprentissages, on a cet apaisement parce qu'on se retrouve dehors, donc physiquement, il y a des choses qui se posent, et puis certains travaux montrent que dans la mesure où on se sent mieux physiquement, on favorise les apprentissages, et ça rejoint les travaux sur le climat scolaire. Et puis, effectivement, c'est une porte d'entrée au développement de l'esprit scientifique, de la démarche scientifique dont on va avoir besoin pour répondre aux défis de l'avenir. Donc, c'est des moments très riches à la fois pour les enseignants, pour avoir mené quelques formations auprès des enseignants. On voit qu'il y a aussi besoin de prendre soin des enseignants, et ce sont des moments où la relation aux élèves est complètement différente, où on retrouve du sens dans notre fonction qui est de faire vivre l'apprentissage aux élèves en leur donnant du sens, parce que là on les sent ancrés, on les voit curieux, on les voit se passionner pour des questions, on les voit, voilà, on revoit briller dans leurs yeux l'envie d'apprendre, et ça c'est l'essence de notre métier. Et je pense que si on veut garder ça, une des antidotes, on va dire, de cette difficulté à vivre toutes ces informations scientifiques qui peuvent être douloureuses, c'est de cultiver aussi chez nos élèves l'émerveillement, la capacité à voir le beau, la capacité à se nourrir du beau, et de faire confiance sur notre capacité en tant qu'humain. Et là, effectivement, ce sont certainement des valeurs individuelles que que je transmets sans neutralité à mes élèves, que finalement, on est capable de faire du beau, et on sera certainement, avec toute notre force collective, capable de trouver des solutions. Merci beaucoup, Nathalie. Un dernier mot peut-être, Mathilde, pour conclure, et puis on arrêtera là. Je pense que c'était déjà une belle conclusion qu'a fait Nathalie. Effectivement, je pense que ces questions-là, on sait que ça fait partie des préoccupations des enfants et des adolescents. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est de ne pas les passer sous silence, de laisser finalement de la place à la possibilité d'exprimer ses émotions. Et puis surtout, comme l'a très bien dit Nathalie, d'encourager de l'espoir, en fait, d'encourager finalement d'avoir à la fois confiance dans d'autres figures, et puis en même temps de voir à quel point de développer cette capacité d'émerveillement. Pour moi, ça permet aussi de se dire que finalement la nature, elle a une certaine forme de pouvoir, et que même si des fois on a l'impression qu'on est capable de la détruire complètement en tant qu'être humain, il faut savoir que ce qu'on cherche à sauver ici en luttant contre le changement climatique, c'est pas la planète, c'est simplement l'humanité, puisque la planète, elle a déjà traversé pire et elle s'en remettra. Et je pense que il faut aussi se dire que c'est par des moyens d'entraide, c'est par des moyens de confiance, c'est par plein de finalement de compétences qui sont d'un point de vue pédagogique extrêmement transversal, qu'on va arriver à traverser cette crise et à trouver des moyens de survivre en tant qu'espèce humaine avec toutes les autres espèces qui nous entourent. Et je pense que c'est vraiment des questions qui interrogent
à la fois notre place dans une société et puis notre place un petit peu plus vaste finalement dans le monde. Merci Mathilde. Eh ben, on a passé 1 heure ensemble. Ça a été très riche. J'ai l'impression qu'on a touché du bout des doigts, mais il y aurait tellement de choses encore à dire. Ce que je retiens en tout cas, c'est que finalement, pour bien comprendre le monde, on va travailler d'abord autour de soi. Ça, c'est important, comprendre vraiment ce qui se passe finalement tout à côté, en sortant, aller à la rencontre des gens, mais de la nature, de voir un petit peu comment ça se passe. Ça, c'est sûr que c'est essentiel. Je trouve qu'on a conclu finalement avec beaucoup d'humanité, puisqu'on a remis au centre finalement l'humain, puisqu'au final, comme vous dites Mathilde, la planète en sortira toujours, elle. Donc on doit aussi se préserver en préservant la planète, ça c'est sûr. J'ai une pensée aussi beaucoup sur les enseignants qui finalement ont un jeu d'équilibriste entre être neutre et pas tomber dans la politique, parce qu'on n'a pas le droit normalement de donner un avis, mais bon, c'est comme les journalistes, hein, on est rempli d'opinions aussi, donc c'est difficile. Mais en tout cas, ils ont ce jeu d'équilibriste sur leur engagement, mais aussi pour éviter de culpabiliser l'enfant et ne pas tomber dans une anxiété, voilà, parce que les petits, ben, on sait qu'ils sont des bouillons d'émotions, et c'est vrai que si on leur montre des choses qui sont dures, qui se passent dans la nature, ça peut être, voilà, ça peut être quelque chose qui les heurte beaucoup, et en même temps, on ne va pas les rendre aveugles, il faut qu'ils soient concernés. Voilà, moi j'ai retenu beaucoup de travail de groupe aussi, de discussion, et tout ça appuyé sur des savoirs, ça c'est important, de bien connaître justement des choses concrètes, s'appuyer sur des scientifiques, puisqu'aujourd'hui on a l'opportunité d'avoir quand même pas mal de choses autour de nous, des preuves entre guillemets, hein, parce que même si elles sont contestées par certains, on a quand même des choses qui me semblent incontestables. Voilà, mais je resterai quand même sur la fin extrêmement positive, sur le fait que l'enfant, lui, reste souvent très contemplatif et très émerveillé, et c'est facile de les accompagner vers ça. Et il y a beaucoup à faire, hein, parce que c'est eux demain qui seront les adultes, qui pourront justement réfléchir par leur créativité, parce qu'ils ont eu une éducation à l'école sur le sens critique, sur l'analyse, sur la sensibilisation. Et voilà, grâce à toutes ces actions qui se font auprès de l'école. Merci beaucoup en tout cas Aurélie, Mathilde et Nathalie pour cette heure partagée. Et puis voilà, on a envie d'en savoir plein de choses encore. Vous avez aussi, je sais que vous avez publié de votre côté des choses, donc on va vous retrouver peut-être sur Internet un petit peu. Et les plus curieux, voilà, vont pouvoir lire quelques épreuves. Merci et puis à bientôt.